La Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec comparaissait virtuellement devant le CRTC pour discuter de l'avenir de la radiodiffusion. Sa directrice générale, Amélie Hens, a présenté la position de ses 42 stations membres. Elle a argumenté que le système médiatique actuel était inéquitable et que les géants du numérique devaient, au même titre que les câblodistributeurs traditionnels, contribuer au financement et assurer la découvrabilité du contenu communautaire pour garantir la vitalité culturelle et la voix des régions. Voici sa présentation devant le CRTC. Nous entendrons maintenant la présentation de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec qui comparait virtuellement. Vous nous entendez bien? Oui, moi ça va bien. Parfait, merci. Donc, veuillez vous introduire et vous pouvez débuter votre présentation. Parfait, merci. Bonjour, mon nom est Amélie Hens. Je suis la directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Je représente 42 stations de télévision qui sont partout sur le territoire de la province. Madame la présidente, monsieur le vice-président, mesdames et messieurs les conseillères et conseillers, merci de nous permettre de participer à cette importante réflexion sur l'avenir du système de radiodiffusion canadien. Nous voulons ici partager des constats clairs en lien avec les questions posées, notamment en ce qui concerne l'importance de la télévision communautaire et de la place qu'elles doivent conserver, renforcer dans ce nouvel écosystème. Les règles imposées historiquement aux entreprises de distribution traditionnelles visaient justement à garantir cette diversité, notamment en assurant une place aux productions communautaires. Or, les géants du numérique qui offrent désormais du contenu à large échelle au public canadien ne sont pas soumises aux mêmes obligations. Ce déséquilibre crée une forme d'injustice structurelle. Les nouveaux arrivants ne contribuent ni au financement, ni à la production locale, ni à sa découvrabilité. Et ce sont des petits joueurs communautaires, locaux ou issus de la diversité qui en paient le prix. C'est une défaillance du marché que le CRTC a le pouvoir de corriger. Ce besoin de correction est d'autant plus pressant dans le marché francophone, beaucoup plus restreint que le marché anglophone. Cette réalité entraîne des enjeux de financement importants et rend la découvrabilité encore plus cruciale. Si les EDR ont adapté leur offre pour répondre aux besoins des francophones, les plateformes en ligne doivent désormais faire de même. La vitalité de notre culture en dépend et de cette équité de traitement. Ce principe d'équité doit également s'appliquer aux groupes historiquement sous-représentés, les communautés autochtones, les minorités de langue officielle, les groupes en quête d'équité et les communautés culturelles diverses. Les communautés font face à un double obstacle, une faible visibilité et des ressources limitées. Dans ce contexte, les médias communautaires s'imposent comme des vecteurs essentiels d'expression locale. Ils donnent une voix à ceux que les grands réseaux ignorent. C'est pourquoi il est fondamental que les entreprises en ligne participent activement à leur financement afin d'assurer une véritable représentativité au sein du système. Les nouvelles technologies offrent certes de nouvelles opportunités. Des télévisions communautaires ont su les saisir en élargissant leur diffusion en ligne sur les réseaux sociaux, bientôt sur les plateformes connectées. Mais cette adaptation, souvent saluée, c'est faite sans financement supplémentaire. Or, l'innovation ne peut être durable sans soutien. Les entreprises en ligne doivent faire leur part pour que l'accessibilité ne soit pas sacrifiée au profit de la performance technologique. En parallèle, les rapports de force dans l'écosystème médiatique ont profondément changé. Les entreprises en ligne bénéficient d'un accès aux citoyens sans être soumises aux obligations traditionnelles. Elles n'investissent ni dans l'infrastructure qui diffuse, ni dans la production de contenu représentatif. Ce déséquilibre nuit à la diversité culturelle canadienne. Il est donc crucial que cette CRTC intervienne pour établir les règles du jeu justes et cohérentes. Un cadre modernisé doit ainsi s'appuyer concrètement la création et la propriété de contenu par les communautés. Les télévisions communautaires indépendantes, ancrées dans le tissu social, sont des véhicules efficaces et éprouvés pour soutenir cette création. Elles permettent à chaque région, à chaque culture, à chaque voix de se faire entendre. Mais pour que ces voix soient entendues, elles doivent, elles aussi, être trouvées. Le défi de la découvrabilité est immense dans un univers saturé de contenu. Il devient essentiel de garantir que les productions locales, en particulier celles qui portent notre culture, notre identité et notre démocratie, soient visibles, accessibles et mises de l'avant sur toutes les plateformes. Pour y parvenir, les outils réglementaires du Conseil doivent évoluer. Les plateformes en ligne doivent être tenues aux mêmes responsabilités que les EDR. Distribution du contenu communautaire dans des forfaits de base, soutien à sa production et obligation de découvrabilité.
Les articles comme le 9.1H qu'on a entendu parler plus tôt doivent être adaptés à la réalité numérique. L'intégration de la programmation communautaire en ligne est techniquement faisable et socialement nécessaire. En conclusion, l'avenir du système de radiodiffusion canadien repose sur notre capacité à préserver ce qui fait sa force, la diversité, la proximité et la voix des communautés. Il ne s'agit pas seulement de rétablir un équilibre, mais de bâtir un système résilient, équitable et représentatif à l'image de notre pays. Donc, merci de votre écoute et de votre ouverture. Il me fera plaisir de répondre à vos questions en français ou en anglais. Merci beaucoup, Mme Hintz. Ça nous fait plaisir de vous revoir. On est conscient que c'est exigeant pour des petites organisations comme la vôtre de participer à plusieurs audiences et nous vous remercions. Je cède tout de suite la parole à la conseillère Paquette qui va diriger la période de questions. Oui, bonjour Madame Hintz, re-bienvenue. En effet, c'est un plaisir de vous parler pour une deuxième fois en peu de temps. Comme vous le savez, dans cette audience-ci, on se penche sur les dynamiques de marché. Alors, j'aimerais peut-être commencer par vous discuter avec vous de l'impact de l'évolution des dynamiques de marché sur les diffuseurs communautaires. Vous avez parlé de nouvelles opportunités que le monde en ligne apporte et que vous avez réussi à saisir, ce que j'ai entendu dans votre introduction. Pouvez-vous nous parler un peu plus comment est-ce que le contenu communautaire réussit à rejoindre leurs auditoires et sur quelle plateforme? Oui, en fait, nous, on développe des applications pour être disponibles sur les téléphones intelligents, donc des applications mobiles, mais aussi des applications pour être disponibles sur les télévisions intelligentes. Donc, jusqu'à présent, la plus populaire au Canada, c'est Roku. Donc, c'est pas quelque chose de canadien pour autant, mais il en existe plusieurs, puis il faut développer plusieurs applications différentes pour toutes ces carriers-là, donc que ce soit Fire Stick, le Chromecast, etc. Donc, ça demande des coûts, mais la télévision communautaire s'est adaptée. On est disponible en ligne. Toutes les télévisions ont des sites Internet, sont sur YouTube ou Vimeo par choix, en plus d'être sur le câble traditionnel. Mais l'objectif de la télévision communautaire, c'est d'être disponible à tous les citoyens parce que c'est un moyen d'expression. Donc, nous, on pense qu'elle devrait être vraiment disponible partout. Mais évidemment, c'est pas nécessairement facile à développer compte tenu des coûts. Mais aussi, ben c'est ça, il faut que ça soit soutenu monétairement, mais aussi que ça soit découvrable là, parce qu'on est... c'est ça, on en a parlé depuis le début de cette audience. Là. Il y a une multiplication des offres pour les citoyens. Donc, c'est important qu'ils soient capables de nous trouver. Puis, petite question technique, quand vous développez technologiquement, vous faites un développement pour l'ensemble de vos membres ou est-ce que chaque membre doit développer sa propre application, sa propre plateforme? On le fait individuellement. C'est sûr qu'au niveau de la fédération, on tente en fait d'aider nos membres là-dedans. Puis quand on peut, l'objectif de nos futurs projets, c'est d'avoir une application mère dans laquelle qui regroupe toutes les applications de toutes nos télévisions communautaires membres. Donc, ça va être plus facile de s'y retrouver pour les citoyens. Ils vont pouvoir aller sur une seule application pour avoir ensuite accès à tous les contenus qui sont créés par les télévisions communautaires de la province. Donc, en sélectionnant les régions qui l'intéressent ou même aller voir les régions un peu plus loin des siennes. Donc, ça a un petit peu... c'est sûr que nous, on travaille là-dessus. On aimerait ça avoir... on a déjà évalué la possibilité d'avoir des plateformes d'agrégation de contenu. Est-ce que ce serait bénéfique? On n'est pas certain parce que des plateformes, il y en a plein d'agrégation de contenu. Quand il y a une multiplication de ce genre de plateforme-là, ben ça reste que ça fait une multiplication d'endroits pour le citoyen ou aller voir, consulter les nouvelles ou les programmations. Donc, est-ce que c'est ça la solution? On n'est pas certain. On avait déjà étudié de le faire parce que nous, c'est sûr que l'objectif, c'est de travailler pour nos membres, mais nous non plus, là, on n'a pas des fonds illimités non plus pour développer ce genre de choses-là, puis ça peut monter extrêmement vite les coûts de ça. Vous parlez de découvrabilité, puis je comprends que vous dites que c'est le cœur de la question et le cœur de l'enjeu pour vos membres.
Pouvez-vous nous dire quelles actions vos membres mettent en place pour favoriser la découvrabilité de leur contenu sur les diverses plateformes? Si vous avez des exemples concrets, ce serait apprécié. Oui, absolument. Nous, on a la chance d'être au Québec et d'avoir accès à un agent de développement numérique qui épaule nos membres dans la mise en place justement des stratégies numériques, des bonnes pratiques. Donc, nos membres qui font affaire avec notre agent vont se mettre à jour, vont s'assurer d'utiliser les bons termes pour être découvrables en ligne, avoir adopter les bonnes pratiques en matière de SEO, etc., d'avoir des manières de faire qui vont être un petit peu plus standardisées pour être certain que c'est la meilleure manière d'être découvrable en ligne. Donc, on a beaucoup de chance, mais nous, c'est particulier parce que le gouvernement participe à ça, puis c'est grâce au gouvernement du Québec qu'on peut avoir un agent de développement numérique qui épaule nos membres comme ça, qui n'auraient pas nécessairement les moyens, chacun de leur côté, d'avoir un spécialiste du numérique dans leurs équipes, là, loin de là, ce qui n'est pas le cas dans le reste toutes les autres télévisions communautaires dans le reste du pays. Donc ça, c'est un exemple, mais c'est sûr que se tenir à jour, c'est ça qui est le plus important. Puis j'ai des médias qui ont la chance, en fait, d'avoir dans leur rang des bénévoles qui sont un peu des pros de la technologie qui ont aidé à mettre sur pied des applications mobiles. Donc, j'ai des télévisions, des tout petites télévisions qui n'ont pas nécessairement de gros moyens, qui ont réussi à mettre en place des applications pour rejoindre directement le citoyen, parce qu'en fait, ça va être ça l'enjeu. On l'a vu avec Meta qui a bloqué toutes les nouvelles sur ses plateformes, pas juste les nouvelles, mais toute la production qui est faite par nos télévisions communautaires. C'est un intermédiaire, en fait, qui était entre le citoyen et la télévision. Donc maintenant, il faut réussir à les rejoindre directement parce que c'est pas dit que les autres plateformes, ça pourrait pas arriver avec d'autres plateformes. Donc c'est un enjeu qu'il faut considérer maintenant. J'allais vous demander si vous utilisez les médias sociaux, mais je comprends que de ce que vous venez de dire que c'est pas le cas parce que vos contenus sont pas disponibles sur les plateformes. C'est exact? Exactement, au même titre que Radio-Canada, TVA, n'importe qui, n'importe quel grand réseau. On n'est pas disponible sur Meta. Donc, c'est sûr, par exemple, on est sur TikTok, il y en a qui vont être sur Twitter, sur Blue Sky, etc. Mais comme je dis, c'est le fun, les médias sociaux. C'est une belle manière de rejoindre les gens là où ils sont. Par contre, il reste qu'il y a un intermédiaire entre le média et le citoyen. Puis je pense que c'est ça qui est problématique. Puis c'est ça qu'a révélé la crise avec Meta. Puis c'est ça qui pourrait arriver avec n'importe quel média social. Si c'est pas lui qui décide de mettre fin aux ententes avec les médias, il pourrait simplement fermer demain matin. Puis c'est terminé. On n'a plus accès à toute la communauté qu'on s'est bâtie. Donc je pense qu'une des solutions va passer dans y aller directement vers le citoyen. Est-ce que vous voyez les médias sociaux comme une nouvelle forme de concurrence pour les télécommunautaires dans la mesure où il y a quand même beaucoup de communautés qui se rejoignent sur les médias sociaux? Je pense notamment là, au nouveau phénomène des sites spotted, là, où est-ce qu'il y a beaucoup d'informations qui est fournie. Est-ce que c'est complémentaire d'après vous ou c'est plus une nouvelle concurrence pour les télécommunautaires? Je pense que c'est une concurrence peut-être pour l'attention du citoyen, mais c'est définitivement pas une concurrence de contenu parce que les médias sociaux, la grande différence avec un média communautaire puis un média social, puis ce qui va se retrouver dessus, c'est que dans le média social, c'est extrêmement individualiste. Nous, ce qu'on a à cœur, c'est les communautés, c'est de donner une voix aux communautés sur le terrain, tandis que ce qu'on va retrouver beaucoup sur les médias sociaux, c'est des voix individuelles. C'est un individu, une personne, c'est un influenceur qui va avoir un impact. Donc, c'est un seul point de vue aussi, ce qui peut être, selon moi, dangereux. Puis sinon, l'information qu'on trouve sur les médias sociaux, on l'a vu, surtout dernièrement, il y a de moins en moins de vérification de faits. Il y a certaines plateformes qui en font plus du tout. Donc, comment départager le vrai du faux s'il n'y a pas de guide, si on n'est pas tenu de respecter certains standards, comme doivent le faire les médias, comme le font les médias communautaires, au même titre que les médias privés ou publics. Donc, oui, il y a
définitivement une concurrence, mais comme je dis, c'est une concurrence pour l'attention du citoyen, non pas une concurrence de qualité de contenu et de pertinence de contenu. Très bien. Puis, vous parlez d'une augmentation des coûts pour vous adapter aux différents formats. Là. Vous disiez que vos membres individuellement doivent développer leur plateforme. À ceci se rajoute le fait que vous développez des applications, etc., communes à vos membres. Pouvez-vous nous fournir plus de détails au sujet de ces coûts, ce que ça peut représenter en termes de, par exemple, dans le budget d'une télé communautaire? Oui, c'est sûr que ça varie énormément là, parce que le développement d'une application, on peut en avoir des applications pour moins de 10 000 $, mais ça peut être beaucoup plus élevé que ça, dépendamment des fonctionnalités qu'on choisit. Quelque chose de très basique, comme nous, on cherchait à développer pour la télévision intelligente. On peut réussir à le développer pour à peu près en bas de 4 000 $ pour l'application mère, puis ensuite, chaque télévision va devoir développer la sienne pour à peu près 500 $. Mais après ça, c'est des coûts fixes mensuels qu'il va falloir payer pour avoir accès nécessairement à la bande passante, là, tu sais, des serveurs. Puis ça, c'est pour une seule plateforme. Donc, s'il y en a 3-4 qui existent, si on va être disponible sur tout ce que les citoyens ont sur leur télévision, il faut multiplier ça par le nombre d'applications qu'il y a. Puis ça, c'est sans compter le fait que ça va demander des personnes qui vont devoir maintenant s'occuper de mettre le contenu sur ces nouvelles plateformes-là, en plus de le mettre sur les sites Internet, sur YouTube, sur la mise en onde en direct ou en différé sur le câbleau distributeur. Donc, c'est pas juste des coûts de développement, c'est aussi des coûts de main-d'œuvre qui s'ajoutent à tout ça. Donc, c'est sûr qu'il y a des télévisions qui vont pouvoir se le permettre plus facilement que d'autres. Mais j'ai des télévisions qui ont un budget annuel de 130 000 $. Donc, ça paye à peine un salaire plus les infrastructures pour vivre pour un an. Donc, rajouter ça à la tâche d'une personne qui travaille déjà seule, c'est énorme, c'est énorme. Très bien. Et pour revenir à la découvrabilité, vous avez parlé de tout ce que vos membres font pour essayer de mettre leurs services en valeur auprès de leurs auditoires. Comment suggérez-vous que le Conseil contribue, comment est-ce qu'on devrait légiférer les entreprises en ligne ou les EDR pour assurer un meilleur accès, une meilleure découvrabilité? Avez-vous des idées à suggérer à ce sujet? Oui, c'est sûr que je sais que ce que je vais dire va sembler un peu utopique, là, surtout après avoir entendu BCE tantôt, puis d'autres intervenants. Mais moi, je pense que le contenu qui est créé par la télévision communautaire est de même importance pour les citoyens que le contenu qui est créé par la télévision publique devrait être accessible à tout le monde, peu importe la plateforme qui est utilisée. Donc oui, elle devrait être disponible sur le câble, mais pas juste sur un réseau, un EDR en particulier, mais sur toutes les EDR. La production devrait appartenir aux citoyens et non pas à l'EDR qui le transporte. Ça devrait être vraiment amené à tous. Donc, ça devrait être la même chose aussi pour les entreprises en ligne. Devrait faciliter à tout le moins que la programmation qui est faite par les médias communautaires soit disponible sur les entreprises en ligne. Sans distinction à la propriété de l'entreprise en ligne, parce que je pense que le contenu qui est fait, il est d'intérêt public. Puis, pour comprendre, est-ce que vous suggérez que vos 42 membres soient disponibles sur l'ensemble des EDR du pays, d'un bout à l'autre du pays? Oui, absolument. Et sur les services en ligne, un peu. Est-ce que ça revient à dire que vous devriez rentrer dans la catégorie des services d'importance exceptionnelle là, dont il est beaucoup discuté durant cette instance? Oui, absolument. Absolument. Puis nous, ça fait longtemps qu'on dit que ça devrait être comme ça, puis que les EDR qui doivent donner une partie de leur revenu brut à la production communautaire ne puissent pas le faire à l'interne, mais que ça soit donné pour de vrai à la communauté, donc géré par un fonds indépendant qui soit
complètement indépendant justement de l'EDR. Donc, ça enlèverait cette obligation-là de, par exemple, une production que Bell Canada va subventionner, ben, elle va être disponible sur Bell, c'est tout, pas sur les autres. Alors que c'est pour toute la communauté. Pourquoi ça serait juste pour la communauté de ceux qui sont abonnés chez Bell? Même chose pour tous les autres câbleaux distributeurs. La programmation devrait être disponible sur tous les câbleaux distributeurs parce que sur un territoire donné, il va y avoir une seule télévision communautaire. Donc, si elle est disponible juste pour, par exemple, les clients de Vidéotron, mais pas pour les clients de Rogers, Bell ou Cogeco, ça fait pas de sens. Ils habitent le même territoire. Donc, l'argent devrait être géré de manière indépendante. Ça devrait pas être les EDR qui gèrent cet argent-là, mais ça devrait être justement les communautés qui prennent en charge la production. Est-ce que vous avez vu la proposition du CCSC qui propose que la Commission mette en place des mécanismes pour soutenir la production de contenu communautaire, tout en mentionnant que ses membres seraient très, très bien placés pour produire ce contenu communautaire? J'aimerais bien voir ce que vous avez à dire à ce sujet. Leur acronyme, c'était les... CCSA, c'est la Canadian Communication System Alliance, qui représente les petits distributeurs au pays. Ah non, j'ai pas entendu. Je sais pas, il faudrait vraiment que j'analyse ça. Les petits distributeurs, je sais pas, ils sont pas disponibles partout, hein, j'imagine. Tu sais, au Québec, nous, en gros, on a 2 grands câbleaux distributeurs, là, 3 si on ajoute Sogetel, mais c'est Vidéotron, Cogeco, Sogetel. Donc, je sais pas quel serait le rôle de ces petits distributeurs-là s'ils sont même pas présents sur les territoires. Est-ce que eux, ils voudraient prendre en charge cette production puis la diffusion? Comment ça pourrait se faire? Je sais pas. OK. Ben, peut-être, vous pouvez prendre le temps d'y penser. Oui. On pourra peut-être poser la question là, à travers la demande d'information qui va suivre l'audience. Puis je terminerai peut-être en vous demandant, y a-t-il d'autres mesures réglementaires, là, autres que celles reliées à l'aspect financier dont vous avez parlé, à la distribution? Est-ce qu'il y a d'autres choses que le Conseil pourrait mettre en place pour soutenir vos membres? Bien, définitivement, en tout cas, ne pas réduire les exigences en matière de financement et de distribution des EDR traditionnels, parce qu'on l'a entendu un petit peu, là, puis ça risque d'être redemandé aussi par d'autres qui vont passer plus tard cette semaine. Tu sais, nous, ce qu'on aimerait, c'est au contraire que ça soit maintenu et même élargi, puis que ça soit disponible aussi en ligne. Je pense qu'il y a une belle occasion là pour le CRTC de peut-être revenir un peu en arrière sur les dommages qui ont été causés en 2016, quand il y a eu des coupures de fonds dans la télévision communautaire parce que, soi-disant, il y avait trop d'argent dans la télévision communautaire. Tu sais, moi, j'ai des membres là, qui sont en danger de fermer. Là, j'ai une télévision en Abitibi qui a fermé l'année dernière. Puis on peut pas dire que c'est pas déjà un désert d'information, là, cette région-là. Donc, je pense que ça serait... ça pourrait être une catastrophe parce que dans bien des places, c'est tout ce qui reste, le média communautaire et tout ce qui reste pour l'information, pour se voir à la télé, pour entendre parler de ce qui se passe chez nous, parce que les grands réseaux se retirent, parce que ça coûte cher faire de cette programmation-là. Donc, je pense que c'est important, c'est vraiment pas le temps là, de nous enlever de ces droits-là qui sont en ce moment dans la loi. Puis je pense que mieux nous soutenir, ça va remplir exactement ce que la loi voudrait qu'il soit fait parce qu'elle a été modifiée dernièrement. Puis maintenant, je pense que c'est très clair là, qu'on est aussi des distributeurs d'importance. Très bien. Et merci encore pour votre participation. Je n'ai pas d'autres questions. Merci à la conseillère Paquette. Juste pour revenir sur la suggestion de la conseillère Paquette, de peut-être jeter un coup d'œil, si vous trouvez ça intéressant, à l'intervention du CCSA. Plutôt que de vous envoyer une demande d'information, ce que je vous suggère, c'est, si vous le trouvez approprié, de refléter ou de partager vos commentaires dans le cadre de votre soumission finale à cette audience. Ça serait peut-être une façon accélérée de recevoir vos réactions là-dessus. Et on vous en remercie d'avance. Je vais passer rapidement la parole à ma collègue, la conseillère Lévy. Je vais vous poser ma question en anglais, pardon. Je suis très impressionnée par l'ambition et votre orientation communauté et
se situe. Et comment est-ce que vous maintenez vos contacts et vos connexions avec communautés? Vous avez des applis, etc. Mais comment est-ce que les gens savent que vous existez même? Eh bien, parce que mes membres sont pratico-pratiques. Ils sont là. Lorsque une organisation locale pose la question d'avoir plus de visibilité ou organise un événement, c'est nous qui sommes là. C'est nous qui couvrons ce genre d'activités. Nous les affichons en ligne, à la télé, nous écrivons des articles là-dessus et c'est la raison pour laquelle nous savons que nous continuons à être importants au niveau de la communauté. Ils sont reconnus sur le terrain parce que justement, ils sont toujours présents, puis parmi les seuls médias qui se déplacent, parce qu'il y a une très grande régionalisation des médias en général. Donc, c'est difficile de faire des dizaines, des centaines de kilomètres dans certaines régions pour aller couvrir des événements. Donc, nous, on est présents. Quand il y a des communiqués de presse envoyés, c'est relayé. Donc, les gens entendent parler de leur communauté grâce aux médias communautaires. Donc, c'est pour ça qu'ils sont reconnus, je crois. Est-ce que vous êtes admissible ou avez-vous utilisé les services de l'initiative de journalisme local? Partie des récipiendaires, effectivement. On a à peu près, je ne voudrais pas me tromper dans les chiffres, mais je crois qu'il y a 1,5 million qui est destiné à la télévision communautaire. Il y en a une partie qui est aussi destinée aux radios communautaires. Puis le reste, c'est géré par Médias du Canada qui, pour les journaux privés. Mais oui, le secteur communautaire fait partie de l'initiative de journalisme local, mais évidemment, on a une portion très petite là, par exemple, au Québec, c'est 4 journalistes qui sont embauchés pour toute la province avec l'IJL. Ben, ça fait pas beaucoup de journalistes pour une grande région. Et finalement, quelles sont les normes journalistiques ou éthiques auxquelles vous souscrivez? Bon, il y a différents codes qui existent. Qu'est-ce que vous utilisez dans votre travail? Vont souscrire au code d'éthique et de déontologie du Conseil de presse du Québec. C'est ce qu'on recommande, à moins qu'ils aient à l'interne un code qui est équivalent ou au moins supérieur à ce code-là. Donc, c'est à ça qu'ils vont se coller. Donc, c'est assez standard. Puis, on a des relations aussi de proche avec la FPJQ qui nous offre des formations sur l'éthique journalistique, etc. Donc, mais oui, c'est le conseil de presse. Thank you very much. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit, je suis vraiment très impressionnée par l'ambition de votre organisation. Et félicitations, j'aimerais vous féliciter pour votre réussite. Merci. Peut-être une dernière question avant de nous quitter, là, Madame Hens. Un des enjeux qu'on explore dans le cadre de l'avis de consultation, c'est la question de l'accès à des événements importants ou culturellement pertinents. Je serais intéressée un petit peu de vous entendre sur le rôle joué par vos membres par rapport à ces événements somme toute assez particuliers et dans quelle mesure vous avez remarqué un problème d'accès, comment il se manifeste et éventuellement quelles pourraient être les solutions pour assurer un tel accès? Oui, j'ai trouvé ça intéressant en lisant les documents du CRTC, cette question-là, parce que on peut toujours relativiser c'est quoi des événements d'importance. Au niveau local, un événement d'importance, ça va être probablement de pouvoir voir à la télévision cégep en spectacle ou même secondaire en spectacle, qui est souvent une prémisse avant d'aller au concours régional où tu as les finalistes, tout ça. Nos télévisions sont présentes puis ils vont diffuser ça. Il y a certaines difficultés là où je suis vraiment pas certaine que le CRTC pourrait se pencher là-dessus, mais c'est au niveau des droits d'auteur.
des droits d'auteur. On essaie de travailler avec la SODEC, etc., pour arriver à certaines ententes. C'est pas toujours facile, mais souvent on y arrive. Mais j'ai un exemple très particulier en Gaspésie, évidemment, avec le Festival en chanson de Petite-Vallée qui est extrêmement populaire. Ils viennent de rebâtir la salle de spectacle qui avait passé au feu. Là, ben, la télévision communautaire de Grande-Vallée est présente à chaque année et capte les spectacles, puis depuis des dizaines d'années, là. Donc, je pense que c'est extrêmement précieux. Puis, il faudrait pas que ça parte. Puis, ça permet aux communautés, justement, d'avoir accès à ça, alors que c'est pas toujours possible, là. C'est sûr que c'est pas toujours évident. Puis, c'est pas tout le monde qui peut se déplacer pour aller voir que ce soit les spectacles de Grande-Vallée, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, secondaire en spectacle, cégep en spectacle. Puis, il y en a plein de petites productions comme ça, des productions locales qui mettent de l'avant la relève que peut-être dans 2, 3, 10 ans, on va voir à la télévision, à Radio-Canada. Mais oui, nous, je pense qu'on participe à ça, puis on le fait de bon cœur. Merci pour votre réponse. Et comme vous le savez, nous avons dans notre calendrier d'audience une audience sur la politique audio qui est prévue en septembre. Alors, ce sera peut-être l'occasion de poursuivre cette conversation sur l'accès à de tels événements musicaux et l'appui à la relève. Je vous remercie, Mme Hintz, puis pour votre participation encore une fois. Et on espère vous retrouver à un autre moment. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.